Alors on va maintenant passer au quatrième dossier de cette conférence D4 neurologie. C'est parti, avec l'énoncé. Alors, cette fois-ci vous êtes en réanimation chirurgicale, vous n'êtes plus neurologue, vous êtes réanimateur, appelé par le SAMU pour prendre en charge un jeune patient de 21 ans. Patient de 21 ans victime d'un accident de scooter. Accident de scooter, AVP. À l'arrivée du SMUR, le patient était Glasgow 3. Glasgow 3, ça veut dire coma avec 1 au score moteur, verbal et yeux. C'est le pire que vous puissiez avoir. Pupille réactive et symétrique. Plaie du cuir chevelu. Très hémorragique. Hémorragie égale bilan prétransfusionnel, etc. HemoQ, ça tombe bien, il est là. 12,5 d'HemoQ. Et elle est constante avec une PA, et ça c'est important de noter d'emblée, à 83,60, soit déjà un collapsus. PA inférieur, PA systolique inférieur à 90 égale collapsus. Votre patient est en choc hémorragique. Probablement, il va falloir au moins le remplir, lui mettre des catéchos, bref. Il a une tachycardie à 110. Donc en gros, on a quoi? On a un AVP avec un patient Glasgow 3 en choc. Donc pour le moins, mal parti. On continue. Question 1. Décrivez la prise en charge préhospitalière réalisée par le SMUR. Là, on se retrouve dans l'item polytraumatisme. C'est le gros item à connaître. La prise en charge, c'est toujours la même. La première chose à faire, c'est évidemment mettre en condition. S'il y a un mot à retenir dans cette prise en charge, au moins dans le début, c'est-à-dire dans la mise en condition, c'est ça. Immobilisation de l'axe crânio-rachidien 0. Vous avez un patient qui, jusqu'à preuve du contraire, a eu un traumatisme à très fort cinétique. Il est en plus dans le coma, vous ne pouvez pas voir s'il bouge bien les 4 membres. Ça se trouve, il a une lésion rachidienne instable. Si vous immobilisez pas l'axe crânio-rachidien avec un collier cervical rigide, vous pouvez, de votre faute, rendre ce patient tétra ou paraplégique. Pareil, on vous demande une prise en charge. Qui dit prise en charge, dit prise en charge diagnostique et thérapeutique. Prise en charge diagnostique, prenez l'habitude, lorsque vous avez un polytraumatisme, de toujours séparer d'une part ce qu'on va appeler en tout cas les défaillances vitales. Les défaillances vitales, il y en a 3. On meurt de 3 choses. On meurt de défaillance hémodynamique, de défaillance neurologique et de défaillance respiratoire. Du moins en préhospitalier, il faudra rechercher ces 3 causes. La défaillance hémodynamique, c'est le choc. Neurologique, en gros, c'est le Glasgow. Pupille respiratoire, c'est en gros, par exemple, les signes d'hypoxémie, cyanose et la saturation. Puis après, on fera un bilan lésionnel. Parce que quand je dis bilan lésionnel, en gros, c'est que vous allez prendre vos patients de haut en bas et à chaque étage, vous regardez ce qui se passe. Au niveau du crâne, est-ce qu'il y a une embarrure? Est-ce qu'il y a une autoragie? Est-ce qu'il y a un hématome? Au niveau du rachis, là, votre patient est dans le coma, mais sinon, est-ce qu'il bouge bien les 4 membres? Est-ce qu'il sent bien les 4 membres? Au niveau du thorax, est-ce qu'il y a un volet costal? Est-ce qu'il y a une contusion thoracique? De l'abdomen, est-ce que, et ça c'est essentiel, vous recherchez une matité des flancs? Est-ce qu'il y a un hémopéritoine? Le bassin, c'est essentiel aussi. Est-ce qu'il y a une instabilité du bassin? Les membres, est-ce qu'il y a une fracture périphérique? Est-ce qu'elle est ouverte ou pas? C'est important. Donc moi je vous conseille au niveau de la prise en charge diagnostique du polytraumatisé de toujours garder le même plan. Prise en charge diagnostique égale 1. Défaillance vitale. Hémodynamique, neurologique, respiratoire sont les signes de gravité immédiats. C'est ce qui va tuer votre patient. Première chose. Deuxièmement, bilan lésionnel. Vous prenez votre patient de haut en bas pour être sûr de rien oublier. Tête, rachis, thorax, abdomen, bassin et les membres. Et la peau. Prise en charge maintenant thérapeutique. Je vous ai demandé la prise en charge, donc c'est une prise en charge à la fois diagnostique et thérapeutique. Vous avez un patient Glasgow 3. Patient Glasgow 3, vous l'intubez. Vous oubliez de l'intuber, vous avez 0 point à la question, parce que vous avez un patient dans le coma. Si vous ne l'intubez pas, il va mourir. Il faut absolument l'intuber et en urgence pour pouvoir le ventiler. Pareil, vous avez un patient, on l'a dit, en défaillance hémodynamique, vous avez une pression artérielle systolique inférieure à 90, il est en choc. Il faut absolument maintenir votre pression artérielle moyenne au-dessus de 65. Pour ça, il n'y a pas 25 solutions. 1, vous le remplissez. Retenez 500 cc sur 15, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. 1, vous le remplissez. Plus ou moins, suivant que ça marche ou ça marche pas, vous mettez des vasopresseurs.
Ici, ce sera plutôt de la noradrénaline. Je vous rappelle que dans l'état de choc, les posologies sont au programme. Puis, sachez vous adapter au cas clinique en particulier. Il a une plaie du scalp très hémorragique, il a un choc. Il s'agit peut-être d'un choc hémorragique, même probablement, en tout cas ça participe. Il faut suturer, il faut la suturer, si possible en pré-hospitalier, parce que ça saigne beaucoup le scalp. Enfin, on le surveille, et surtout on le transporte en urgence avec le SMUR, transport médicalisé, en réanimation. Donc retenez pour vous, polytro égale toujours la même chose, prise en charge diagnostique, défaillance vitale, bilan lésionnel de haut en bas, prise en charge thérapeutique, prise en charge des défaillances vitales, intubation, remplissage, prise en charge des lésions associées, suture d'une plaie, réduction d'une fracture, etc. À l'arrivée du patient en réanimation, on veut réaliser l'examen suivant. Et vous imaginez bien que la question d'après, ce sera d'écrire l'examen. Donc on va répondre ensemble. Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, toujours suivant notre analyse d'imagerie en 3 parties, on dit de quel examen il s'agit. Ici, vous le voyez bien, il s'agit d'un scanner cérébral non injecté. Après, on le décrit. Lorsque je vous demande de décrire, il faut simplement, sans passer directement au diagnostic, dire ce que vous voyez. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? À gauche, on va le faire dans l'ordre parce qu'il y a pas mal de choses à voir. À gauche, la première chose que vous devez voir, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une image spontanément hyperdense en lentille biconcave. Une lentille biconcave hyperdense, ça s'appelle un hématome sous-dural. Comme il est hyperdense, c'est un hématome sous-dural aigu. Et ça, c'est important parce que souvent les hématomes sous-duraux sont des hématomes chroniques. Et vous auriez ici du sang vieilli, du sang qui vous apparaîtrait hypodense. Ici, il est aigu, il est donc hyperdense. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? Vous remarquez d'abord que vous voyez ici, tous les sillons corticaux ont disparu. Votre cerveau, il n'y a plus de place. C'est comprimé au maximum. Il y a une hypertension intracrânienne absolument énorme. Il n'y a aucune place. Troisièmement plutôt, lorsque je trace ma ligne médiane, vous voyez bien qu'ici, l'ensemble des structures sont déviées vers la droite. Il y a un passage carrément du cerveau sous la faux. Ça s'appelle un engagement sous-falcoriel. Et vous voyez ici que mon ventricule latéral est tout écrasé. C'est un effet de masse. Donc ici, on a un engagement sous-falcoriel avec une déviation de la ligne médiane et un effet de masse sur les ventricules latéraux. Sur l'image de droite maintenant, une coupe un peu plus basse. Cette fois-ci, vous voyez, on a ici le tronc cérébral. Et ce que vous allez voir en fait, c'est qu'il y a, alors c'est peut-être pas très clair, mais il y a un engagement du lobe temporal à travers la fente de Bichat qui va comprimer le tronc cérébral. Et c'est un peu discret, il faut avoir l'habitude, c'est pour ça que je vous ai mis cette image. Ce qui doit attirer votre attention, c'est d'abord qu'il y a une grosse HIC, qui a un engagement sous-falcoriel. Et comme vous savez qu'il y a un engagement, donc si ça engage en falcoriel, et ben l'étape d'après, c'est que ça engage en temporal. Et il faut absolument aller regarder au niveau du lobe du tronc cérébral ici. Vous voyez ici que si jamais j'ai mon lobe temporal qui passe sous la fente du Bichat, je comprime mon tronc cérébral. Alors, interpréter l'examen, c'est ce qu'on vient de faire. Premièrement, on dit ce que c'est. Scanner cérébral sans injection. Deuxièmement, on va décrire. On le décrit d'abord à gauche. Faites les choses dans l'ordre quand vous avez plusieurs coupes. Image spontanément hyperdense en lentille biconcave au niveau fronto-pariétal gauche. Il faut localiser absolument votre signe. C'est un hématome sous-dural aigu. 3 points. Déviation de la ligne médiane vers la droite égale engagement sous-falcoriel, c'est ce qu'on a vu. Déviation de la ligne médiane, effet de masse sur les ventricules latéraux, 2 points. Disparition des sillons corticaux hypodensité diffuse, c'est un hématome, une hypertension intracrânienne avec de l'œdème cérébral. C'est un élément qui va aggraver. Donc vous ne précipitez pas sur l'hématome sous-dural, regardez autour, recherchez
la déviation de la ligne médiane, rechercher l'hypertension intracrânienne avec la disparition des sillons corticaux. Sur l'image de droite maintenant, qu'est-ce qu'on voyait? On l'a dit, l'engagement temporal, 3 points. C'est 3 points parce que c'est dur à trouver, mais surtout parce que c'est grave. Parce que c'est ça qui va menacer le pronostic vital de votre patient à très court terme. Enfin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait au niveau de l'image de droite une hyperdensité spontanée au niveau des citernes de la base. C'est donc une hémorragie méningée, et même on peut dire une hémorragie méningée traumatique. Traumatique par opposition à une hémorragie méningée spontanée sur une rupture d'anévrisme. S'il n'y a pas d'anévrisme, simplement qu'il y a eu un choc tel lors de l'AVP que il y a un peu du sang qui est passé dans les espaces sus-arachnoïdiens. Conclusion, hématome sous-dural aigu gauche, hémorragie méningée traumatique, engagement sous-falcoriel et temporal, plus HTIC majeur. Vous n'avez pas besoin que je vous le dise, c'est un scanner qui est grave, qui est même gravissime. Le pronostic vital est menacé à très court terme. Voilà, vous n'avez pas besoin d'IRM pour faire un diagnostic très péjoratif sur ce patient. Pour le coup, c'est mal engagé. Vous réexaminez le patient à son retour du scanner. Comment vous attendez-vous à trouver ses pupilles? Expliquez le mécanisme. D'après vous, parmi les signes qu'on a décrits maintenant, lequel va pouvoir avoir une influence sur l'état de ses pupilles à ce jeune garçon? Eh bien, c'est l'engagement temporal. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un engagement temporal, l'engagement temporal, qui était ici à gauche, va comprimer le tronc cérébral. Il va comprimer le tronc cérébral en regard, au niveau notamment du nerf, de la sortie du nerf oculomoteur. Du coup, vous savez, le nerf oculomoteur a deux fonctions. Une fonction extrinsèque, c'est la mobilité oculomotrice, enfin, c'est la mobilité du globe oculaire. Et une fonction intrinsèque, c'est de contrôler en fait le sphincter de l'iris, la pupille. Par conséquent, si jamais j'ai une compression du fait de l'engagement temporal, j'ai mon 3 intrinsèque qui est touché, et j'ai donc une mydriase gauche aréactive, c'est-à-dire que j'ai une anisocorie. Mes pupilles vont être dissymétriques, avec à gauche une mydriase du fait de l'engagement temporal. C'est à connaître. Détailler la prise en charge neurologique. Donc là, on vous demande bien la prise en charge neurologique, et donc il faut la détailler. Il faut en mettre un peu plus que ce que vous mettriez normalement. La première chose, c'est que vous mettez le patient en réanimation. Neuro-réanimation, c'est encore mieux. Et ici, le mot-clé, vraiment, lorsque vous avez un trauma crânien grave, parce qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est ça, prise en charge du traumatisé crânien. La chose la plus importante, c'est le contrôle des axos. Agression cérébrale systémique d'origine secondaire. C'est le leitmotiv en neurologie, il y en a 5. Il faut les mettre les 5, chacun vous rapportera des points. Ici, évidemment, le plus important, c'est l'HTIC. On l'a vu sur le scanner, votre patient a un œdème cérébral massif, il est complètement comprimé au niveau de sa voie crânienne. Il faut absolument lui mettre éventuellement du mannitol, des corticoïdes. Encore une fois, les détails, ce sera sans doute pas coté, c'est pas à vous de décider si on met des corticoïdes ou pas, c'est à vous de dire, il y a des axos, je les connais, je les mets, il faut que je les contrôle. Pareil, hypoperfusion cérébrale, il faut maintenir une pression de perfusion cérébrale suffisante, je le rappelle. Pression perfusion cérébrale égale pression artérielle moyenne moins pression intracrânienne. J'ai une HTIC massive, ma pique augmente. Si ma PAM est constante, voire même si elle est basse, parce que j'ai un patient qui est en choc, comme c'est le cas ici, alors j'ai ma PEPC, pression de perfusion cérébrale, qui diminue. J'ai une ischémie cérébrale, j'aggrave mon pronostic. Il est important de maintenir une pression artérielle suffisante, et pour ce faire, mettre de la noradresse s'il y en a besoin. Pareil, hyperglycémie, hyperthermie, hypoxémie, les 3 autres axos à contrôler. Au niveau étiologique, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un neurochirurgien, parce qu'il a un hématome sous-dural aigu, et il faudra éventuellement discuter son évacuation. Pour vous, vous retenez, en gros, on va l'évacuer. Probablement, en fait, qu'ici, le patient est tellement grave qu'il va sans doute décéder rapidement. Pas sûr qu'on l'évacue, mais bon, retenez, hématome sous-dural aigu égale évacuation en urgence. Pareil, il a une HTIC monstrueuse, il faut lui poser un capteur de pic, un capteur de pression intracrânienne pour pouvoir monitorer justement sa pression de perfusion cérébrale. Enfin, il a une HTIC importante,
un engagement qui va peut-être comprimer à un certain moment ces ventricules, il faut discuter une dérivation ventriculaire externe. C'est pas forcément, mais encore une fois, si vous voyez, c'est même pas coté, simplement pour dire que vous savez qu'il faut y penser. En revanche, ce qui est coté, c'est la prophylaxie anticomiciale. Votre patient, en gros, a des lésions intracérébrales, il faut lui mettre une prophylaxie pour éviter qu'il crise. On passe à la question suivante. Alors que le patient est hospitalisé en réanimation depuis 6 jours. Ah, vous voyez, alors j'étais mauvaise langue, il a fini par survivre. Ça fait 6 jours qu'il est en réa. Ce matin, il a une fièvre à 38,5. Quelles sont vos principales hypothèses étiologiques? Quel sera votre bilan paraclinique de première intention? Question classique, c'est même un item en fait, fièvre à internat. Il faut que vous sachiez, sans avoir besoin de réfléchir, quelles étiologies vous évoquez devant toute fièvre à l'hôpital. Et moi, ce que je vous propose, c'est de distinguer d'une part les fièvres d'origine infectieuse, d'autre part les fièvres d'origine non infectieuse. Comme ça, vous n'oubliez pas, les fièvres d'origine infectieuse, en gros, c'est les infections nosocomiales. L'infection nosocomiale, il y en a 4 à connaître. Pareil, je vous rappelle, il y a un item infection nosocomiale. La première à évoquer, c'est la pneumopathie. Et ici, votre patient, on le rappelle, est en Glasgow 3 en arrivant. Vous l'avez intubé, sinon vous avez eu 0 à la question. Vous avez intubé votre patient, et donc il est sous ventilation mécanique jusqu'à preuve du contraire. Et donc ça s'appelle une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. Pareil, il est en détresse hémodynamique probablement, et même, j'espère que vous l'avez mis des cathéters. Infection liée au cathéter, 1 point. Infection urinaire, parce qu'il sans doute qu'il y a une sonde. Infection du site opératoire. Si vous avez évacué, si vous avez posé une pique, il faut rechercher. 4. Infection nosocomiale. Vous prenez pas la tête, vous mettez les 4. Vous avez tous les points. Fièvre d'origine non infectieuse. Cette fois-ci, c'est plus subtil, il faut y penser. Typiquement, c'est la phlébite. Et fièvre d'origine allergique. Regardez votre prescription. Est-ce qu'il y a un médicament qui est potentiellement allergène parmi ce que vous avez donné? Le bilan paraclinique, finalement, il découle tout simplement de ce qu'on vient de dire. Ce qu'il faudra surtout pas oublier pour vous, sur votre brouillon, une fièvre à l'internat, c'est hémoculture, faut y penser. Hémoculture répétée, aérobie, anaérobie, c'est 0. Après, on l'a dit, probablement qu'il s'agit d'une pneumopathie, il faut lui faire une radio de thorax. Et on fera un prélèvement bronchitique, en l'occurrence ici sans doute un PDP, prélèvement distal protégé. Uniquement si en fait il y a certains critères. Les critères de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, il n'y en a pas 25. C'est la fièvre, c'est l'hyperleucocytose, c'est une imagerie à la radio, et c'est des expectorations purulentes ou des aspirations purulentes. Lorsque votre patient a ces critères, on fera le PDP, mais seulement à ce moment-là. Le CBU pour l'infection urinaire, retrait et mise en culture avec cathéter si ils ont l'air sales ou inflammatoires, et enfin, ponction lombaire si jamais vous suspectez une méningite du fait de l'intervention intracrânienne. On passe à la suite. Vous faites une radio thoracique, elle montre un foyer alvéolaire en base droite. On ne vous demande pas tellement ce que c'est probablement une pneumopathie a priori. Vous réalisez votre fameux PDP, vous avez un pseudomonas. Pseudomonas, c'est un germe nosocomial, a priori, c'est donc une PAVM tardive nosocomiale. Vous faites votre antibiothérapie, mais finalement votre patient ne s'améliore pas. Vous faites des gaz du sang sous 80, vous vous retrouvez un patient acide, avec une PaCO2 élevée, donc une acidose respiratoire, une hypoxémie, une désaturation, bref, un peu la catastrophe. Vous réalisez la radiographie de thorax, et ici on voit bien, c'est quoi? C'est des opacités confluentes, alvéolaires, bilatérales, qui sont un peu partout, vous voyez, tout ça, ce sont des opacités, un syndrome alvéolaire bilatéral. Quel est votre diagnostic? Justifié. Vous avez donc un patient en détresse respiratoire avec un syndrome bilatéral alvéolaire. Le diagnostic, c'est un syndrome de détresse respiratoire aiguë, le fameux SDRA. Les arguments, ce sont les critères du SDRA. Et là, il faut les connaître, parce que ce sont des critères consensuels. Qui dit critères consensuels dit critères tombables, faciles à corriger. Les critères du SDRA, il y en a 4. Le premier, c'est le rapport qu'on appelle P sur F, PaO2, sur la FiO2. Ici, vous avez un patient qui était ventilé à 89 FiO2 avec 63 de PaO2, c'est-à-dire qu'il n'a même pas 100
du rapport de P sur F. PaO2 sur FiO2 inférieur à 200, c'est un critère de Stra. Le deuxième, c'est la radiographie, opacité alvéolaire bilatérale, ce qu'on voyait tout à l'heure. Le troisième, évidemment, il faut que ce soit un tableau rapide, c'est pas une pneumopathie interstitielle diffuse chronique. Troisièmement, et c'est aussi important, et c'est celui-là qui vous manque pour pouvoir conclure de façon définitive, mais a priori c'est ça, c'est l'absence de participation cardiaque. Et en fait, typiquement, ce qu'il faut rechercher, c'est l'HTAP précapillaire. Une HTAP précapillaire, c'est quoi? C'est une pression artérielle pulmonaire PAP moyenne élevée, supérieure à 25 mm de mercure, avec, par ailleurs, une pression artérielle pulmonaire d'occlusion, qui en fait mesure la pression artérielle en amont des capillaires, qui, elle, en l'occurrence, va être normale. C'est-à-dire que c'est pas une cause cardiaque, c'est pas une insuffisance cardiaque gauche avec une hyperpression en amont du cœur parce qu'il ne marche pas, c'est vraiment le poumon qui a un problème. Malheureusement, votre patient s'améliore toujours pas. Cette fois-ci, maintenant, il a plus une mydriase comme tout à l'heure, il en a deux. Mydriase bilatérale réactive. 2000 ml d'urine très claire au cours des 2 dernières heures. Ça sent pas très bon pour votre patient. On vous demande quel diagnostic vous suspectez et comment le confirmez-vous. Eh bien, le diagnostic que vous suspectez, évidemment, c'est l'état de mort encéphalique. L'état de mort encéphalique, vous la suspectez d'abord parce qu'elle a la mydriase bilatérale réactive et parce qu'en plus, les 2000 cc d'urine très claire, c'est un diabète insipide. C'est le diabète insipide parce qu'il n'y a plus d'ADH et donc votre patient va émettre des urines très peu concentrées. Pour le confirmer, il faut d'abord réaliser ce qu'on appelle une fenêtre de sédation. Vous avez un patient qui a priori est sédaté, il est ventilé, vous arrêtez la sédation, et lorsque vous arrêtez la sédation, vous remarquez et ça c'est médico-légal. Donc il faut absolument connaître ces critères de tas de mort encéphalique. C'est 1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. 2. Absence totale de ventilation spontanée. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le test d'hypercapnie. Vous débranchez le ventilateur, vous regardez, la capnie va monter. Il y a un réflexe qui fait que normalement votre patient reprend une ventilation. S'il ne reprend pas, c'est qu'il est en isolement cérébral a priori. Et enfin, absence de tous les réflexes du tronc cérébral. Mais ça ne suffit pas, parce que vous avez un patient qui a priori est intubé, ventilé, et donc il faut une confirmation paraclinique. La confirmation paraclinique, il y a 2 examens. Soit vous faites un 2 EEG réactif durant 30 minutes à au moins 4 heures d'intervalle, ou, et c'est un ou, vous n'êtes pas obligé de faire les deux, en théorie c'est une artériographie, en pratique on fait de plus en plus des angioscans, pour objectiver l'absence de circulation encéphalique. Enfin un petit détail, il faut évidemment que votre patient n'ait plus de barbiturique et qu'il ne soit pas en hypothermie. Les critères d'état de mort encéphalique, c'est à connaître, c'est tombé aux ECN en 2008. C'est un classique et a priori vous connaissez tous. Vous proposez un prélèvement d'organes à la famille, quelles conditions doivent être réunies afin de pouvoir procéder à un tel prélèvement? Là encore c'est du cours, c'est à connaître. Pour pouvoir faire un prélèvement d'organes chez un donneur mort, il faut ce certificat de mort encéphalique établi par 2 médecins avec l'ensemble des critères. 2, il faut le consentement. A priori, votre patient intubé, quand il est en état de mort, il ne va pas pouvoir vous donner son consentement, donc c'est la famille qui vous donne le consentement. On part du principe que c'est un consentement présumé, et donc il faut simplement vérifier en fait qu'il ne soit pas sur le registre national de refus et que sa famille soit d'accord. Faites un bilan sérologique qui doit être négatif. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacle médico-légal. Ça, en général, c'est dit dans le certificat de mort, et vous pouvez procéder au prélèvement d'organes. La conclusion sur ce dossier, qui est un dossier de traumatisé avec un trauma crânien grave et qui se termine en prélèvement d'organes, c'est que c'est un dossier typique. Vous avez qu'à regarder le dossier justement des ECN de 2008, mais même de façon générale, c'est à peu près toujours comme ça. La particularité ici, c'est quoi? C'est d'abord que quel que soit le polytraumatisé, qui soit ensuite débouche ensuite sur un dossier avec des fractures ou sur un dossier de trauma crânien comme ici, il faut avoir le même plan pour la prise en charge préhospitalière. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, prise en charge diagnostique thérapeutique. En diagnostic 1, les défaillances vitales, 2, le bilan lésionnel, toujours dans le même ordre. La deuxième chose ici, et c'est la particularité de ce, regardez les lésions associées. Dire qu'il y a un sous-dural aigu, c'est bien. Dire qu'il y a un engagement temporal, c'est plus important. Il ne faut pas l'oublier. Dire qu'il y a
une déviation de la ligne médiane, dire qu'il y a une HTSC avec de l'œdème cérébral. C'est ça qui fait le pronostic. Les axos, vous commencez à connaître, vous connaissez par cœur les 5 axos, c'est le traitement du traumatisé crânien. La liste des étiologies d'une fièvre à l'hôpital, c'est un grand classique. Les critères du SDRA, ils sont consensuels, faut les connaître. Et enfin, l'état de mort encéphalique, grand classique aussi des ECN, à connaître par cœur, c'est médico-légal et c'est consensuel. Les items, c'est évidemment le fameux item 201. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sous-parties dans cet item. Ici, c'était traumatisé crânien, explicitement au programme. Prélèvement d'organes, les infections nosocomiales avec la fièvre et la détresse respiratoire aiguë avec le SDRA. Voilà pour ce 4e dossier de D4.